Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue et ravi de vous retrouver pour votre journal pour la 6e saison d'AR1, saison très riche en actualités qui s'annoncent et surtout en politique en vue du scrutin présidentiel. Tout de suite, voici le programme ce soir à la une de l'actualité. Emmanuel Macron s'est rendu dans la cité phocéenne durant 3 jours. Il s'est exprimé ce jeudi soir depuis le palais du Pharaon pour annoncer son plan Marseille en grand, une vaste feuille de route pour venir en aide à la deuxième ville de France. Les dernières annonces dans un très court instant. Même si l'ouragan Ida avait été rétrogradé en tempête, cela n'a pas empêché de provoquer d'immenses dégâts. Une combinaison de pluies torrentielles et de tornades, notamment à New York. Les dernières infos sur place à suivre avec nos journalistes. Jean Castex a présenté samedi dernier des appels d'offres à destinés à amplifier le développement des énergies renouvelables, principalement le solaire, lors d'un déplacement à Saint-Nazaire. Sur sa volonté d'être à la hauteur du défi climatique, notre équipe était sur place. Reportage 100% inédit dans ce journal. En Afghanistan, 18 millions d'habitants se trouvent dans une situation désastreuse, mais avec le régime des talibans, les inquiétudes grandissent sur l'avenir de la mission de l'ONU. Reportage de notre équipe décrypte à suivre. Le chef de l'État a donc annoncé avoir débloqué 169 millions d'euros pour la réhabilitation de la Timone et l'hôpital Nord de Marseille et 50 millions d'euros pour un pôle mère-enfant et une maison des femmes. Côté sécuritaire, 500 caméras de vidéosurveillance vont être mis en place vers un nouvel hôtel de police qui sera construit avec 150 millions d'euros. Les 200 policiers supplémentaires qu'avait annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ont été confirmés par le président. L'ensemble des annonces sur le discours d'Emmanuel Macron ce jeudi à Marseille avec Mikey Suplon. Le président de la République Emmanuel Macron s'était rendu à Marseille ce lundi 1er septembre pour une durée de 3 jours pour faire plusieurs annonces en raison des hausses du trafic de drogue et des règlements de compte qui a déjà fait 15 morts depuis le début de l'année dans la ville. Il a annoncé notamment une série d'urgences pour la deuxième capitale de France. Le président a annoncé aussi la venue de 200 policiers et la construction d'un nouvel hôtel de police et le maintien des CRS qui sont présents à Marseille depuis mars dernier. Le président veut aussi installer 500 caméras de surveillance dans les zones sensibles d'ici 2022. Dans les écoles maintenant, Emmanuel Macron veut rénover 174 écoles de Marseille. Il a aussi annoncé 50 millions d'euros pour la création d'un pôle mère-enfant et la construction d'une maison des femmes, ainsi que 169 millions d'euros pour la rénovation notamment de l'hôpital de la Timone qui se situe au nord de Marseille. Il y a tout d'abord eu comme un craquement, puis une vague gigantesque et les cris sourds des habitants pris au piège. Depuis 72 heures, dans le New Jersey, les images amateurs montrent la violence des tempêtes qui sur son passage a tout dévasté, avec des tornades parfois filmées au plus près. Sur 47 victimes, 13 vivaient à New York en sous-sol dans ces fameux bassements et bidonvilles transformés en logements. Reportage de notre expert, Rodrigue Bedin. Pour la première fois à New York, l'état d'urgence inondation a été décrété par le service météorologique national pour la mégapole et ses immenses banlieues. Le maire sortant Bill de Blasio a parlé dans un tweet d'un événement météorologique historique. Le décret devrait entraîner notamment la fermeture des écoles et des transports publics. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, des trombes d'eau se sont abattues sur New York au passage des restes de l'ouragan Ida, qui a fait, d'après le dernier bilan communiqué par les autorités, au moins 50 morts à New York et dans sa région. D'impressionnantes tornades ont frappé la Pennsylvanie, le New Jersey et le Maryland. Pluie et vents très violents ont également balayé le comté de Westchester au nord de New York, avec nombre de sous-sols de maisons inondés en quelques minutes. Des photos montrent des sous-sols et rez-de-chaussée d'habitation avec au moins 50 cm d'eau, ruinant meubles, tapis, vêtements et jouets. Une semaine après le passage de la tempête, les dégâts sont encore visibles. Et à quelques mois de l'élection présidentielle, c'est bel et bien un duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui apparaît le plus probable. L'université des jeunes républicains
a eu lieu ce week-end à Vincennes, près de Paris, 3 semaines avant le congrès du parti. Si les candidats, les Républicains à la primaire seront présents, tout comme Valérie Pécresse, Xavier Bertrand sera lui le grand absent d'un rendez-vous déjà tourné vers l'élection présidentielle. Éric Zemmour, lui, lance son site Croisée des chemins. Le polémiste et journaliste donnera des conférences autour de son nouveau livre à travers la France dans une tournée qui prend des allures de campagne électorale. Arnaud Montebourg, l'ancien ministre socialiste qui avait claqué la porte du gouvernement de François Hollande avant de se mettre en retrait de la vie politique, effectue son grand retour en politique ce samedi. Il s'est en effet porté candidat à l'élection présidentielle, une campagne électorale qui s'annonce très chargée, mais qui sera bel et bien à suivre sur AR1. Alors que la France s'apprête à vivre un 8e samedi de manifestation contre le pass sanitaire, la situation du coronavirus dans le pays continue de s'améliorer avec des chiffres qui traduisent d'une décrue de l'épidémie de Covid-19. Ce week-end, la vaccination est ouverte sans rendez-vous et partout en France. D'après les dernières données de Santé publique France le 3 septembre, le nombre de nouveaux cas de coronavirus est à la baisse avec 13 466 nouvelles contaminations qui ont été enregistrées, soit 4 308 de moins que la semaine dernière. Reportage de notre journaliste santé, Mikey Suplon. Dans 2 semaines maintenant, début de l'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire pour tous les salariés et bénévoles. Et pour les personnels soignants, eux devront obligatoirement avoir au moins une dose de vaccin d'ici le 15 septembre et avoir les 2 doses avant le 15 octobre. Dès la mi-septembre, plusieurs contrôles seront opérés et des sanctions auront lieu pour les personnes sans passe sanitaire. Notamment les agents publics et les salariés pourront être suspendus et sans rémunération. À ce jour, 95% des personnels soignants ont eu au moins une injection depuis le 12 juillet dernier et l'allocution d'Emmanuel Macron. À ce jour, plus de 48 millions de Français ont reçu une première injection et plus de 44 millions ont un schéma de vaccination complet. L'épidémie, elle, a fait à ce jour 425 000 cas actuellement positifs et plus de 115 000 morts depuis mars 2020. En visite à Saint-Nazaire, samedi dernier, le Premier ministre a rappelé que notre pays avance d'une manière forte et déterminée dans la transformation de son modèle énergétique face à l'urgence climatique. Une visite ministérielle accompagnée de Mme Barbara Pompili, la ministre à la transition écologique, de Mme Pannier-Runacher, la ministre déléguée en charge de l'industrie, et de Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État à l'engagement et à la jeunesse, ainsi que des élus comme Jesmar Luc, qu'on connaît très bien sur notre antenne, ou encore du député Yannick Horry. Je me suis rendu en effet sur place. Voici ce reportage de la rédaction. En visite à Saint-Nazaire samedi dernier, Jean Castex et le gouvernement ont pris des décisions fortes et courageuses, comme le développement des véhicules électriques ou la fin programmée des centrales à charbon, et Jean Castex a saisi l'occasion de cette visite pour annoncer de nouveaux appels d'offres dans les énergies renouvelables. Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, premier parc éolien en mer en construction en France, est un projet porté par EDF Renouvelables, filiale à 100% du groupe EDF. 2 ans après le démarrage du chantier, la fabrication des différentes composantes du futur parc a fortement progressé. Ainsi, les fondations sont fabriquées par FH Metal et sont livrées au fil de l'eau à La Rochelle, d'où elles partent pour être installées. Les éoliennes, les nacelles et génératrices des 80 turbines éoliennes de 6 MW chacune sont en cours d'assemblage dans l'usine de GE Renewable Energy à Montoire de Bretagne. Les dernières sont entrées sur la chaîne de montage alors que la moitié est déjà stockée sur le port de Saint-Nazaire avant son installation en mer. Les sections de mâts et les pales sont progressivement entreposées sur ce même site. À compter du printemps 2022, les éoliennes seront installées en mer, puis progressivement mises en service. Une fois que cela sera fait, le parc produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 700 000 personnes, soit l'équivalent de 20% de la consommation électrique en Loire-Atlantique.
Il va offrir la possibilité de produire une énergie plus verte, plus efficace qu'avec des éoliennes classiques, mais aussi plus agréable, car elles ne viennent pas dénaturer les paysages. Ce projet est l'occasion de montrer que notre territoire est à la pointe des technologies d'avenir, dont tous les départements maritimes peuvent s'inspirer. Au cours des 5 prochaines années, plus de 25 milliards d'euros d'investissement vont être ainsi réalisés dans les énergies renouvelables, permettant de soutenir plus de 25 gigawatts de nouvelles capacités. Le gouvernement est pleinement engagé dans le chantier des énergies renouvelables, dont la part dans le mix énergétique français est fixée à 32% d'ici 2030 et continuera d'agir jusqu'au bout contre le réchauffement climatique. Alors que la prise de pouvoir des talibans a anéanti tous les efforts des États-Unis, de la France et des Britanniques depuis plusieurs années, le pont aérien en Afghanistan et la France s'est terminé dimanche dernier dans la soirée avec l'arrivée d'un dernier avion comportant des militaires et des civils. La fin totale des opérations, c'est la question que se posent dans ce reportage Décrypte Pierre-Emmanuel Alter et Rodrigue Bedin. Que les États-Unis étaient entrés en guerre en Afghanistan, ce 30 août 2021, jour du retrait des troupes militaires américaines en Afghanistan, marque sans aucun doute un tournant dans l'histoire des États-Unis. Mi-août, la victoire des talibans et la fuite du pays du président Ashraf Ghani avaient provoqué la panique à Kaboul. Des milliers d'Afghans avaient envahi le tarmac de l'aéroport de Kaboul pour fuir, certains s'agrippant follement à des avions militaires en train de décoller, puis tomber dans le vide quelques minutes plus tard. Le retour des islamistes au pouvoir a obligé les Occidentaux à évacuer aussi les Afghans susceptibles de subir des représailles, notamment pour avoir travaillé pour les forces étrangères. Alors que la région connaît une crise géopolitique et migratoire majeure, une crise humanitaire se profile avec le tiers de la population afghane menacée par la famine. La sécurité et le bien-être des femmes et des filles dont les droits sont bafoués par les raids de la charia mis en place par les talibans préoccupent également l'ONU. Tous les jours, les évacuations se sont amplifiées afin d'évacuer le maximum de ressortissants et d'Afghans possible, jusqu'à 21 000 personnes en 24 heures évacuées par les États-Unis. Toutefois, la situation à l'aéroport de Kaboul s'est rapidement tendue, avec des mouvements de foule réguliers aux abords des portes d'entrée et la menace pesante d'un attentat de l'État islamique. Le 27 août, les menaces sont devenues des faits, avec 2 explosions suicides qui ont causé la mort de 13 soldats américains et plus de 150 civils afghans, selon les derniers bilans officiels. Cette nouvelle menace persistante a compliqué la crédibilité de la politique mise en place par Joe Biden dans la région, ce dernier qui a ordonné la frappe de drones de l'armée américaine tuant 2 dirigeants de Daesh a assuré que les Américains continueraient de traquer ces terroristes. Les attentats ont ainsi précipité l'arrêt des évacuations de nombreux pays européens. Ainsi, la France a mis fin à son pont aérien dès samedi, en respect avec le planning imposé par les Américains. L'armée américaine, qui dit avoir déjoué un attentat à la voiture piégée et contré des tirs de roquettes sur l'aéroport de Kaboul, est restée très discrète sur la fin du retrait, par souci de sécurité. Depuis le retrait des forces américaines, le président américain Joe Biden est vivement critiqué par cette déclaration. Diffusé par le Pentagone, le cliché du dernier militaire quittant Kaboul sonne comme l'amère conclusion d'un conflit qui n'a pourtant pas fini de hanter l'Amérique. Face à ce moment historique et douloureux pour Joe Biden, les talibans ont célébré leur prise de contrôle de l'aéroport de la capitale afghane. Washington continuera à aider tous les Américains qui veulent quitter l'Afghanistan, a assuré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les États-Unis travailleront avec les talibans s'ils tiennent leurs engagements, selon lui. De 100 à 200 Américains seraient encore en Afghanistan. En 20 ans, les États-Unis auront déploré quelques 2500 morts et une facture de 2313 milliards de dollars. Désormais, les talibans seront scrutés minutieusement par les Occidentaux déterminés à ne pas laisser l'Afghanistan redevenir un sanctuaire du terrorisme. Une nouveauté de cette saison au sein du journal, Théo Tornet nous décrypte les fake news. Alors, bonjour Théo, votre rubrique Fact Check. Première question, y a-t-il 11 millions d'armes qui circulent en France, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise? Alors, est-ce que ça s'avère explicable
est vérifiable, Théo. Bonjour Davy, en effet ces chiffres ont été annoncés pendant que le président de la République Emmanuel Macron était en déplacement à Marseille pour 3 jours où il a notamment permis d'annoncer de nouvelles mesures pour inventer et rêver Marseille. Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé un pèlerinage des promesses faites par des présidents et gouvernements. De plus, il avait annoncé au micro de plusieurs médias, dont LCI, qu'il y a 11 millions d'armes qui circulent dans notre pays, a-t-il déclaré. Alors actuellement, il est difficile de connaître précisément le nombre d'armes en France. D'après le ministère de l'Intérieur, il a annoncé au micro de France Info que 5,4 millions d'armes soumises à autorisation ou déclaration sont recensées par la base Agrippa pour environ 5 millions de détenteurs légaux, soit 2 fois moins qu'annoncé par le chef de la France insoumise. Néanmoins, interrogé par France Info, le président de la Chambre syndicale des armuriers a ajouté que l'administration n'a pas été en mesure de consigner toutes les armes et pointe un manque de moyens. Les prises de position de Florian Philippot suivent rarement celles du conseil scientifique ou du gouvernement, mais vont-elles toujours dans le même sens? Une attaque systématique à la gestion de la crise sanitaire est-il contradictoire, Théo? Florian Philippot est-il contradictoire? Alors Florian Philippot critique la gestion de la crise du Covid-19 depuis qu'il touche le monde entier et attaque les revirements du gouvernement. De plus, il a totalement changé de discours sur la crise sanitaire. Chaque samedi, il s'exprime pour dire que le confinement est un crime. Reconfiner aujourd'hui, c'est avoir du sang sur les mains. Au début de la pandémie, en mars 2020, il souhaitait un confinement général en France pour éviter de nombreux morts. Or, en 2021, alors qu'une étude du Lancet avait démontré l'inutilité des masques, il appelait à les brûler, alors qu'en 2020, il disait l'inverse quand les masques manquaient à l'appel avec, je cite, « Le masque est indispensable ». Par ailleurs, à chaque manifestation, il soutient le professeur Didier Raoult sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine, mais actuellement, les preuves de l'inefficacité de ce médicament se sont accumulées. Il faut aussi rajouter l'absence de Florian Philippot dans le paysage médiatique avant le coronavirus, mais qui lui a permis de revenir dans le débat public, au moins sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Théo. La bataille de Verdun fut l'une des plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Elle oppose les Français aux Allemands. L'essentiel des combats ont lieu du 21 février au 18 décembre 1916. Au total, près de 700 000 hommes y périssent. Bastien Lolire et Nicolas Ducas se sont rendus sur place. Après la visite de Montreuil-Sénart, rendez-vous à Verdun, située dans la Meuse. Cette commune de 18 000 habitants qui semble bien tranquille, garde de profondes cicatrices qui ont maintenant plus d'un siècle. Alors que résonnait le 21 février 1916 le premier coup de canon de la bataille de Verdun, c'est ici où 100 ans plus tôt tout a commencé, dans ce bois, à une quinzaine de kilomètres de Verdun. Douaumont, fort le plus important du réseau de fortifications de la région de Verdun et point d'observation exceptionnel, est pris par les Allemands le 25 février 1916, au tout début de leur grande offensive. L'événement a immédiatement un retentissement considérable, tant la propagande allemande s'emploie à en faire une victoire décisive. Du côté français, une gêne persiste. Le fort, qui est en cours de désarmement depuis 1915, a été pris quasiment sans résistance par une simple avant-garde allemande qui n'était même pas destinée à le prendre, mais uniquement à fragiliser les lignes. Cette information n'ayant pas été préalablement donnée au public, les dirigeants français se voient d'abord dans l'obligation d'étouffer l'affaire quant à l'étendue du succès allemand. Mais une nécessité va voir par la suite le jour, reprendre à tout prix ce fort. Cette volonté de contrer les succès allemands, tant du point de vue militaire que psychologique, explique l'acharnement mis à reconquérir ces fortifications perdues. Après une première tentative infructueuse fin mai, Douaumont est finalement reconquis par les Français le 24 octobre 1916. Mais pendant les 8 mois d'occupation de Douaumont, les Allemands ne se sont pas arrêtés là. Verdun, la voie la plus rapide pour aller à Paris, très mal desservie par les moyens de transport français et surtout, Verdun désarmé. Les Allemands rentrent dans cette commune, mais un mur de plus de 10 mètres est présent, la citadelle de Verdun. À l'intérieur de ces murs, qu'une seule phrase des soldats français, « Vous ne passerez pas ». Aujourd'hui, cette citadelle accueille les visiteurs toujours plus nombreux, avec depuis juin des casques de réalité virtuelle. La boucle est bouclée, la grande bataille s'achève sur un retour au statut de départ entre les armées ennemies, à ceci près que chacune se trouve diminuée de centaines de milliers d'hommes, tués
ou encore blessés. Et autre nouveauté de cette saison, Pierre-Emmanuel Alter, notre spécialiste météo, vous présente les prévisions. Alors bonjour Pierre-Emmanuel, l'été n'a pas franchement été au rendez-vous cette année, mais est-ce qu'en cette rentrée et en ces premiers jours de septembre, l'été continue? Il fait beau temps Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous, bonjour Davian. Et oui, en effet, des conditions estivales vont continuer de s'imposer sur la plupart des régions dans les prochains jours. Dès demain matin, avec toujours un soleil généreux sur la plupart des régions. Toutefois, on aura quelques bancs de grisaille de la Manche aux Alpes. L'après-midi, on gardera à peu près le même temps avec une alternance de nuages et de belles éclaircies entre le nord-ouest et les Alpes toujours. Un soleil plus franc au nord-est et de l'Atlantique au golfe du Lion. Côté température, à l'aube, on aura toujours des valeurs comprises entre 11 et 20 degrés. L'après-midi, on aura des valeurs chaudes et estivales. Et oui, Davian, des valeurs chaudes et estivales allant généralement de 27 à 29 degrés. On ira même, accrochez-vous bien, jusqu'à 31 degrés à Mont-de-Marsan. Pour les jours à venir, et notamment lundi, les conditions seront pleinement ensoleillées sur la quasi-totalité des régions et les températures vont continuer leur hausse et des températures donc dignes du cœur de la saison estivale, allant jusqu'à 30 degrés généralement, jusqu'à même 35 degrés en Aquitaine. Mardi, on gardera à peu près le même temps, avec cependant des entrées maritimes sur le golfe du Lion, avec quelques rafales de vent de 50 à 60 km/h. Et côté température, un vrai pic de chaleur, 30 degrés à Paris et Lyon, 32 degrés à Nantes ou encore 33 degrés à Bordeaux. Pour mercredi, les températures fléchiront à l'ouest, en cause un risque d'averses et d'orages possible, une déstabilisation de l'atmosphère, mais rassurez-vous, à l'est, vous garderez bien des valeurs chaudes et estivales puisque un soleil généreux continuera de s'imposer sur ces régions. Voilà Davian pour les provisions de ces prochains jours. On se retrouve très bientôt, j'en suis sûr. Ciao! Merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour toutes vos explications dans cette météo. C'est presque la fin de cette édition, mais avant de refermer ce journal, je voulais souhaiter un bel anniversaire à cette chaîne AR1 qui fêtait mardi ses 5 ans. C'est peut-être l'occasion pour vous de regarder notre émission des 5 ans. Notre émission anniversaire est à retrouver sur notre chaîne YouTube avec toute la rédaction. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'information se poursuit sur notre compte Twitter 24h/24 avec nos équipes, mais aussi sur nos réseaux sociaux. AR1 Info, rendez-vous samedi prochain, vous retrouverez Stephen Combe pour un document exceptionnel dans le grand format qui devient le Grand H. Vous le retrouverez pour un document inédit sur le 11 septembre 2001, 20 ans après jour pour jour. Il sera d'ailleurs accompagné par notre journaliste Rodrigue Bedin. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bonsoir. Valise, ok. Gourde, c'est bon. Sac à dos, ok. Appareil photo, nickel. Lunettes de soleil. Ah, elles sont là. C'est ça mes lunettes de soleil? Bon. Tant pis, ça fera l'affaire. Bon bah sinon, prêt pour aller à la découverte.